Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et puis, on va pouvoir, se présenter. Je m'appelle Jade et j'ai créé, le collectif de freelance Empower, qui est spécialisé sur l'inbound marketing et du coup, j'accompagne les entreprises à mettre en place des stratégies de contenu qui viennent servir, la croissance, du chiffre d'affaires, la croissance des ventes et cetera. Et du coup, j'ai croisé le chemin d'Ander il y a quelques mois et on a vu que nos expertises étaient totalement complémentaires, donc on a commencé à travailler ensemble et du coup, c'est le premier webinaire qu'on propose à 2 sur cette thématique et du coup, Ander, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous. Ander Orsa, je suis le fondateur de SBDR Team. Alors, SBDR Team, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, en fait, on accompagne principalement des startups qui ont des problématiques de ressources ou d'expertise en prospection commerciale. Donc, on est une force d'externalisation commerciale. On va aller sur les sujets, que ce soit sur de la prospection email, téléphone, du multicanal, de la qualification de lead, de l'acquisition aussi. Voilà, tout ce qui touche à l'amont du cycle de vente, on est dessus. Donc, le but, c'est de pouvoir soit venir en renfort à des petites structures qui n'ont pas encore une équipe commerciale ou qui n'ont pas encore la maturité d'avoir une équipe commerciale, soit de venir soulager souvent un fondateur, un CEO qui, pour le coup, s'occupe de toute la partie sales de sa boîte et donc a besoin à un moment voilà, de faire autre chose et d'aller sur des tâches, entre guillemets, à valeur ajoutée. Donc, voilà, grosso modo, ce qu'on fait. Et pour ma part, ça fait bientôt 12 ans que je suis sales. Je préfère le terme commercial, c'est plus simple. Ça fait bientôt 12 ans voilà, que je suis commercial, chasseur en B2B. OK, top. Et avec nous, on a Pauline qui est, du coup dans mon équipe, qui est chargée marketing, chez Empower. Elle est à votre disposition dans le chat, comme ça, si on loupe des questions ou des commentaires et cetera, ou s'il y a des problèmes techniques, n'hésitez pas à lui en faire part et elle pourra vous aider. Donc du coup, il y a un petit sondage en bas, à droite de votre écran. Si vous pouvez y répondre, ce serait top. Ça nous permet, de voir un peu, les tendances par rapport à l'utilisation de l'inbound ou de l'alignement sales marketing dans vos entreprises. Donc aujourd'hui, on va parler des nouvelles méthodologies marketing qui peuvent booster votre prospection commerciale. Donc du coup, Ander va vous faire un petit état des lieux de la prospection traditionnelle et de ses limites. Moi, je vais intervenir, à chaque fois sur, du coup, un volet, plus marketing et on va voir ensemble comment se réinventer dans la prospection commerciale. L'idée, c'est en fait de vous donner des pistes de réflexion et de l'inspiration pour pouvoir, améliorer, votre prospection et on va l'illustrer par un cas pratique, à la fin de ces 45 minutes. Donc on va essayer de rester dans ce timing pour pas prendre trop de votre temps et après, on répondra bien sûr à vos questions, à la fin. Les questions, vous pouvez les poser tout au long de la présentation dans l'onglet questions, toujours en bas à droite de votre écran. Et comme ça, on les prendra à la fin. Donc comme ça vous évite de les oublier en cours de route. Je te donne la parole, Ander, du coup, sur la partie état des lieux. Alors, on va parler donc de l'état des lieux, des limites, entre guillemets, de la prospection commerciale, en s'appuyant aujourd'hui principalement sur ce que j'ai pu faire avec SBDR Team. On a mené à peu près 100 campagnes de prospection en B2B, que ce soit du téléphone, du mail, même du terrain, parce qu'on fait aussi du terrain. Et aujourd'hui, c'est à peu près plus de 15 startups qu'on a accompagnées sur des sujets divers. Donc aujourd'hui, en fait, fort
de cette expérience, on a des grandes tendances en fait. On se rend compte aujourd'hui que on arrive pour certains secteurs et sur certaines cibles, on arrive à des limites. On arrive à des limites, pourquoi? Parce que c'est de plus en plus compliqué de joindre un décideur, donc d'atteindre des C-level, mais surtout, on a aujourd'hui utilisé, réutilisé, on a surexploité en fait les canaux principaux de prospection que tout le monde connaît, qui sont le mail et le téléphone. Je pense que certains d'entre vous ont déjà été prospectés soit par mail, soit par téléphone, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, voilà, on arrive un peu à un moment où, surtout quand on s'adresse à du C-level, ça commence à être limite. Ça commence à être limite parce que les personnes qu'on prospecte aujourd'hui ont une pression commerciale qui est énorme. Beaucoup de mes confrères ne prennent pas forcément ça en compte. La pression commerciale qui est exercée sur les cibles quand on va aller prospecter. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la directrice marketing ou la directrice communication, c'est des personnes qui doivent recevoir 15-20 mails de prospection par jour, sans compter le téléphone, LinkedIn, etc. Donc, il y a une pression commerciale qui est forte sur nos cibles et surtout sur les C-level. Et pourquoi? Parce que tout le monde fait la même chose. Voilà, tout le monde tape de la même manière, tout le monde utilise les mêmes méthodes. Beaucoup ne se prennent plus trop la tête, prennent des templates sur Internet et puis on change deux, trois mots et on se dit que ça fera l'affaire. Pour certains, n'ont pas forcément l'expertise ou n'ont pas forcément les bonnes méthodologies pour faire du call. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passe? On a des taux de conversion qui chutent. Les taux de conversion qui chutent. Les personnes aujourd'hui ont développé, j'ai envie de dire, des barrières, hein, des barrières de défense parce que maintenant, ils savent reconnaître, entre guillemets, les signes de prospection. Voilà, les gens ne sont plus dupes. Quand ils reçoivent un message sur LinkedIn ou une invitation, généralement, ils savent qu'ils vont en recevoir un deuxième après, un troisième, un quatrième. Bon, l'automation aujourd'hui n'a plus trop de secrets pour personne. Donc forcément, vous avez des C-levels aujourd'hui qui sont plutôt braqués et qui aujourd'hui, vivent une expérience, voilà, l'expérience de prospection qui leur est proposée commence à atteindre ses limites. Donc on en est là aujourd'hui. On est à ce point aujourd'hui où, et là attention, je parle vraiment je parle vraiment des C-levels, parce qu'en fonction de la cible que vous avez, j'ai envie de dire, il y a des méthodologies qui vont toujours marcher, hein. Le call, voilà, c'est quelque chose qui va toujours plus ou moins marcher. Mais à partir du moment où on va chercher des personnes, des directeurs marketing, des directeurs techniques, des C-level, des personnes qui ont une certaine valeur au sein de l'entreprise et en plus de ça, qui sont décisionnaires, ça ne suffit plus. Voilà, il faut autre chose. Il faut autre chose, il faut essayer de se réinventer, il faut proposer une autre expérience, il faut être plus fin dans son approche. Et c'est donc tout ça qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Ok. Et tu parlais aussi en off, tu me disais par rapport aux commerciaux qui veulent plus forcément passer de temps à closer, enfin plus de temps à closer, mais moins à prospecter, etc. Et que du coup, il faut pouvoir avoir un équilibre en fait entre les deux et il faut quand même aller chercher des leads et pas juste vouloir convertir, quoi. Totalement. C'est qu'aujourd'hui, parfois j'utilise ce terme, je dis aujourd'hui, beaucoup de commerciaux, de sales se sont entre guillemets embourgeoisés. Le fait d'avoir des outils qui automatisent pas mal de tâches, surtout des tâches qui, je l'avoue, peuvent être chronophages. Donc, on a beaucoup de sales aujourd'hui qui veulent être dans des positions confortables. Donc, ils veulent qu'il y ait des leads qui viennent à eux. Ils veulent plus forcément aller vers les gens, plus faire de la prospection, ce qu'on appelle la prospection dans le dur. C'est quelque chose qui de plus en plus est compliqué en fait. Surtout, je parle surtout pour une certaine génération, parce que les personnes de ma génération sont celles qui ont connu. Moi, j'ai commencé ma carrière en faisant du porte-à-porte. Donc bon, j'ai envie de dire Mmh. j'avais même pas de CRM. Donc, quand j'ai eu un CRM, j'étais comme un fou.
Et quand on m'a dit, bah, t'arrêtes de faire du porte-à-porte et tu prends ton téléphone, alors c'était royal. Mais ça, c'est ma génération. Donc, j'ai connu un peu ce passage de la prospection dans le dur au confort du digital. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes sales qui arrivent sur le marché, mais qui ne connaissent pas cette partie, j'ai envie de dire, un peu dure, qui ne connaissent uniquement que la partie automation, etc. Mm. Voilà, j'ai pas grand-chose à faire, les leads ils viennent à moi, etc. Bon, voilà, ils sont dans cette situation où ils veulent plutôt être dans une position de confort, où ils reçoivent des leads et ils font leur signature. Mais maintenant, aller chercher, prospecter par téléphone, insister, relancer, se prendre des vents, c'est quelque chose que de moins en moins les commerciaux ont envie de faire. De moins en Mm. moins. En tout cas, Ouais, je parle ouais. pour la nouvelle génération. Non, c'est sûr que bah, c'est comme en marketing, hein, les outils ne font pas tout et si on se repose que sur les outils, on va pas avoir beaucoup de résultats. Donc, et la partie stratégie est très importante et c'est le fond, enfin, c'est vraiment la base, quoi. C'est-à-dire s'intéresser aussi quels sont nos personas, quelles sont les entreprises qu'on cible. Enfin, tout ça, la partie amont hors des outils est encore plus importante que l'utilisation des outils eux-mêmes. Exactement. Et il y a quelque chose que moi, en tout cas, j'essaie de transmettre à mes équipes, c'est l'intelligence commerciale. L'intelligence commerciale, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir avec des outils. Et c'est ça qui fait défaut généralement quand on se retrouve à faire de la prospection au téléphone et qu'on a un C-level et qu'en 2, 3 mois, il arrive à nous déstabiliser et voilà, le 16, il perd ses moyens. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. L'intelligence commerciale, le jeu de jambes commercial, c'est quelque chose qui se travaille bien sûr avec le temps, avec l'expérience qui va s'accumuler, mais qui se travaille, j'ai envie de dire, sur du call, sur du terrain, sur ce qu'on faisait un peu avant. Voilà, sur Mm, quelque chose. C'est là où on va vraiment apprendre et c'est là où le 16 va développer une certaine intelligence et va donc plus facilement être plus à l'aise au téléphone, voilà, être plus à l'aise dans sa prospection. Et c'est ce qui manque peut-être aujourd'hui à certains jeunes sales. ok. Et autre chose aussi que l'on voit souvent, c'est que pas beaucoup de forces de vente, en tout cas des startups et des entreprises que nous on accompagne, quand on arrive généralement, ils n'ont pas une méthode de prospection qui est clairement modélisée en fait. C'est un peu, on a souvent, c'est un peu cliché, mais c'est la réalité. C'est un peu chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. Voilà. Les gens ne se parlent pas, les outils parfois ne communiquent pas entre eux, et surtout le service marketing est à côté, dans une pièce à Mm, côté, ils font ce qu'ils ont à faire, les sales sont de l'autre côté, et ces deux services ne communiquent pas, en fait ne parlent pas. Alors qu'au final, aujourd'hui, et on va le voir de plus en plus, déjà on a besoin de modéliser la prospection commerciale pour une meilleure harmonisation, j'ai envie de dire, des forces en interne. Mais de plus en plus aujourd'hui, le sales a besoin du marketing aujourd'hui. Il peut plus. Avant, on avait un peu on avait un peu cette petite bataille avant entre les marketeurs et mm, les commerciaux. On parlait pas le même langage, etc. Mais aujourd'hui, au final, on a besoin, en tant que commercial, on a besoin d'avoir des marketeurs avec nous qui puissent justement nous aider en fait déjà dans un premier temps à comment dirais-je, peut-être que je m'avance un peu trop tôt, Jade, je vais un peu vite dans le sujet, mais en soi, voilà, on a besoin aujourd'hui pour qu'une force commerciale puisse marcher correctement, que mm. dans un premier temps, tout soit modélisé pour éviter, j'ai envie de dire, les loups solitaires et pour faire en sorte aussi que tout le monde puisse se parler et que toutes les forces puissent travailler dans un même et seul Mm. objectif. Exactement. Et puis, enfin, tu disais avant, mais je pense qu'il y a beaucoup encore d'entreprises où il y a ce silo, où l'équipe marketing et sales avancent en silo. Je sais pas si vous pouvez témoigner du coup dans le chat. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a une coopération marketing sales ou c'est assez compliqué? Je sais que j'accompagne pas mal de boîtes dans la tech où le produit est souvent au centre
Et du coup, la partie, enfin, les sales et les commerciaux ne sont, enfin, les sales et le marketing ne collaborent pas forcément ensemble. Donc, on retrouve quand même un peu le cas, même si je suis d'accord avec toi, je pense que de plus en plus, on prend conscience qu'on ne peut pas avancer l'un sans l'autre, quoi. Et Pauline vous a partagé un article qu'on a écrit justement sur l'alignement sales et marketing, si vous voulez l'enregistrer pour plus tard, où on parle un peu plus de ce sujet-là. Donc, du coup, ce que tu nous dis, Ander, c'est que là, les méthodes de prospection, elles s'essoufflent. Et c'est ce que tu as pu constater via l'accompagnement que tu as fait avec tes clients. Et du coup, tu as dû essayer de trouver de nouvelles méthodes, essayer de te challenger par rapport à ça. Et du coup, avant qu'on arrive dans comment tu as réussi à faire et comment on a réussi, puisque du coup, c'est aussi l'histoire d'une collaboration, à faire pour un peu réinventer la prospection. Je voulais aussi vous partager comment, du côté marketing, ça se passe et quels sont les éléments qui sont à avoir en tête aussi avant qu'on avance un peu plus dans la présentation. Du coup, la décision d'achat d'un prospect repose à 60% sur les informations qu'il a pu trouver en ligne avant d'être mis en relation avec un commercial. Là, il faut aussi se mettre, nous, en position de client pour se rendre compte du comportement. On l'a tous, ce comportement d'aller checker des informations en ligne, même si on est en relation déjà avec l'entreprise par X manière, si par exemple on a posé des questions dans un chat, etc., etc. Même au cours de la relation commerciale, on va chercher des informations en ligne. Et du coup, il faut que du coup, on soit maître de ces informations-là. Et c'est pour ça qu'avec l'inbound marketing, on va pouvoir produire du contenu et offrir sur un plateau, en fait, ces contenus et ces informations que le prospect va de toute façon chercher. Donc, si on n'occupe pas ce terrain-là, les informations que le prospect va chercher, ce sera les informations du concurrent. Donc, ça, il faut vraiment bien l'avoir en tête, qu'il faut occuper le terrain, parce que de toute façon, c'est son comportement. Et que du coup, si nous, on ne propose pas du contenu sur nos sujets d'expertise, ce sera le concurrent qui va le faire. Je fais un petit rappel rapide sur ce qu'est l'inbound marketing. Du coup, l'inbound marketing, c'est une approche marketing, une méthodologie qui consiste à faire venir les clients à soi. Donc, vous faites venir les clients à votre entreprise et vous favorisez un trafic web de qualité, c'est-à-dire que quand je dis trafic web qualifié, c'est que vous allez attirer l'audience qui correspond à vos personas. Ce qui signifie bien sûr que vous avez défini en amont votre cible et vos personas, que vous savez sur le bout des doigts quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, dans quel type d'entreprise ils sont, etc. Donc tout ça, c'est des prérequis à l'inbound marketing. Et du coup, grâce au contenu, donc vous allez développer une stratégie de contenu pensée pour vos cibles, pour vos personas, et qui viennent répondre à des problématiques, donc aux questions qu'ils se posent, aux besoins qu'ils ont. Et du coup, c'est ce qui va venir nourrir justement en marge de la relation commerciale le cheminement que va avoir votre prospect. Donc, selon HubSpot qui du coup une société qui commercialise un logiciel de marketing automation, mais aussi CRM, et qui a un peu théorisé l'inbound marketing, ils disent selon une bonne stratégie d'inbound marketing permet de gagner 54% de prospects supplémentaires en comparaison à une stratégie marketing classique. Et ça, c'est principalement dû au focus qui est fait sur les besoins de votre cible, en fait. C'est-à-dire que vous ne pensez plus produit, votre offre est la meilleure, votre produit est le meilleur. Ça, c'est plus du tout l'approche. L'approche, c'est vraiment quels sont les besoins de la cible,
quelles questions il se pose et on va l'aider en fait dans sa réflexion pour du coup qu'il puisse faire un choix éclairé et qu'on puisse l'accompagner dans tous les à côté de l'achat de votre produit ou de votre service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser les questions dans le chat. Là, je vais faire un focus. Donc là, j'ai défini en globalité ce qu'est l'inbound marketing. Je vais faire un focus sur notre sujet aujourd'hui qui concerne la prospection commerciale avec cette approche d'inbound sales. Donc là, on voit bien qu'on a mixé les deux approches. Et du coup, ça peut se matérialiser dans un tunnel, un parcours d'achat où on va avoir du coup une première phase d'awareness, c'est-à-dire que les personnes ne nous connaissent pas du tout et on va commencer à les draguer entre guillemets avec du contenu qui va pouvoir être des articles de blog, tout le contenu publié sur les réseaux sociaux, etc. On va leur proposer un lead magnet. Donc, le lead magnet, c'est du coup une ressource à télécharger ou ça peut être aussi, comme notre webinaire aujourd'hui, un événement auquel les personnes s'inscrivent. L'idée, c'est que vous allez récupérer des informations sur votre prospect, donc avec différents stades, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer juste nom, prénom, adresse email, et puis plus vous donnez de valeur, plus vous ajoutez des informations à récupérer qui vous sont pertinentes pour vous. Il n'y a pas de règle générale, c'est-à-dire que si vous visez un certain secteur d'activité, ben, vous allez pouvoir mettre ça dans votre formulaire. Et puis ensuite, il va y avoir du coup des mails qui vont être envoyés, des séquences d'emails automatisées qui vont pouvoir venir proposer d'autres contenus pour toujours aider la personne lors de son parcours d'achat. Et tout ça se passe en parallèle de la relation commerciale et va même nourrir, du coup, il va y avoir des échanges, va même nourrir en fait la séquence email commerciale avec des invitations à des webinars, des articles pour en savoir plus, un cas client pour du coup que la personne se projette dans l'utilisation de votre service ou de votre produit, et ça jusqu'à la décision finale. Donc du coup, là, c'est vraiment une collaboration très étroite entre les commerciaux et le marketing avec de la production de contenu. Donc maintenant qu'on a pu définir, on a pu faire un état des lieux un peu de la prospection aujourd'hui. Ander vous a expliqué comment elle s'essoufflait aujourd'hui et du coup les points d'attention qu'il fallait avoir. Je viens de vous parler de la partie inbound marketing et comment on peut mixer du coup la partie prospection commerciale avec une stratégie de contenu de type inbound marketing. Et du coup, là, on va vous parler un peu de comment on peut se réinventer sur la prospection commerciale. Donc, je te laisse la parole, Ander. Oui, alors, sachant qu'aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que le métier d'un commercial, il est basé sur un triptyque qui est simple, qui est rassurer, convaincre, convertir. Ce triptyque-là, c'est ce qui drive un commercial. Mais bien sûr, c'est un triptyque qui est, j'ai envie de dire, qu'on est en one-to-one, en présentation, en démo avec un prospect, c'est plutôt assez facile de le respecter parce qu'on a déjà une presse, parce qu'on a déjà, j'ai envie de dire, son script, son pitch. Voilà, on est dans un certain confort, donc le rassurer, on va le rassurer par des case studies, en effet. Le convaincre, ça va être par de l'argumentaire et ça va être par le traitement des objections. Et le convertir, ça va être un call to action, l'invitant soit à un next step, à un autre rendez-vous, soit à formuler une reco. Voilà. Donc, on a ce triptyque-là. Maintenant, la question qui se pose et celle auquel nous, chez SBDR Team, on fait face, on a eu à faire face avant de commencer à travailler avec Chad, c'est en prospection commerciale, comment je respecte ce triptyque. Comment, avant qu'elle m'accorde de son temps,
avant qu'elles prennent le temps de discuter avec moi, avant qu'elles prennent le temps de regarder ma vidéo, ma démo, peu importe. Comment, dans la prospection, dans le fait d'aller chercher les gens, d'aller vers eux, d'aller interrompre leur journée par un coup de téléphone, etc. Comment aujourd'hui j'arrive à respecter ce triptyque? Eh ben, c'est là où en fait c'est très important d'avoir justement le marketing parce que le marketing va créer un écosystème favorable à la prospection commerciale. Mm. C'est-à-dire que on va réussir avec le marketing, on va réussir à faire en sorte que avant même ou pendant cette période de prospection où il ne m'a pas encore accordé suffisamment de temps, ou peut-être qu'il va se renseigner par lui-même, ben, que ce triptyque-là fonctionne aussi. Seul, si c'était juste les commerciaux qui devaient le faire, bah, c'est pas notre métier, ça aurait été très compliqué. Mais le fait de s'allier, de travailler avec le marketing, ça fait qu'on crée un écosystème favorable. L'écosystème va rassurer votre prospect, votre lead, parce qu'il va regarder, c'est humain. Hein. La première chose qu'on fait quand on reçoit un mail de prospection ou un coup de téléphone de prospection, première chose, c'est d'aller regarder le LinkedIn, regarder deux, trois trucs sur la boîte et tout de suite se faire une idée assez rapidement de OK, ça a l'air sérieux ou OK, non, ça a l'air bancal. Donc, rassurer comment aujourd'hui, voilà, on va venir rassurer par le marketing des personnes, des gens qu'on est en train de prospecter. On va peut-être aussi venir les convaincre, parce que certains vont peut-être prendre un peu plus de temps et vont se dire, OK, ce mec, il m'a envoyé un mail, bon, j'ai regardé son LinkedIn. En parcourant le LinkedIn, je vois qu'il y a du contenu, ils font des webinars, ils font des événements, il y a un sujet qui me parle, je vais peut-être prendre le temps de le regarder. Mais là, ça va le convaincre. Pourquoi? Parce que ça va venir rassurer un lead, un prospect sur votre expertise, sur votre proposition Mm. de valeur, sur votre cœur de métier. Et ça, bah, j'ai envie de dire, ça vaut tout l'or du monde. Parce qu'au moment où la personne prend le temps de regarder un webinar, d'aller lire un article qui a été fait par vous en démontrant votre expertise et comment vous pouvez, entre guillemets, lui apporter de la valeur, là déjà, on a gagné quelque chose et ensuite, on va pouvoir le convertir. Donc, le convertir, ça va être à ce moment-là, une fois qu'il a regardé une fois qu'il a regardé son webinar, qu'il a lu son article, qu'il s'est renseigné, il va se dire, OK, à ce moment-là, je veux lui demander une démo. Ou OK, à ce moment-là, je vais aller sur leur site, je vais les contacter ou je veux répondre au mail de Ander qui m'a prospecté il y a une semaine en lui disant Salut Ander, en effet, ça peut peut-être répondre à ma problématique, prenant quelques temps pour en discuter. Voilà, et c'est toujours ça en fait, c'est-à-dire que on commence la prospection, le marketing vient créer cet écosystème, rassurer, convaincre, convertir et une fois qu'on a converti, première étape, notre conversion, c'est qu'ils viennent nous parler. Et ensuite, pendant le call, pendant la démo, le 16 va respecter le même triptyque de rassurer, de convaincre, de convertir. Donc, chaque fois, en fait, à chaque étape, que ce soit en amont de la vente, pendant la vente ou après la vente, il est essentiel de respecter ce triptyque-là. Mm. Donc forcément, on a des campagnes qui vont mieux performer, clairement, une fois qu'on met en place le marketing, une fois qu'on aligne le marketing et les sales, généralement, ça fait des résultats assez intéressants. On pourra le voir un peu plus tard, mais on a eu un cas de figure de deux boîtes qui font exactement la même chose, qui vendent exactement le même produit et qui parle à la même cible, au même buyer persona, au même ICP. Et il y en a une qui a créé cet écosystème marketing tout autour pour aider les commerciaux comment dirais-je, à convertir mieux. Et il y en a une autre qui est plutôt sur une méthode, j'ai envie de dire, traditionnelle. Et donc, on pourra voir les résultats plus tard. Forcément, il y en a une qui a plus performé que l'autre. Mais aussi, quand on parle de marketing, moi, j'ai vraiment envie de parler de marketing au sens large, pas que, pas que dans le terme contenu, etc. C'est aussi dans l'apport de la créativité dans une campagne de prospection. Mm. C'est de plus en plus important aujourd'hui d'avoir
d'avoir une patte de créativité dans sa manière d'aborder ses leads, ses prospects. C'est ce qui va nous différencier des autres. C'est ce qui va différencier une entreprise A d'une entreprise B, ce qui va faire qu'une va bien marcher, l'autre va un peu moins bien marcher. Mais il est important, voilà, d'avoir à la fois le marketing qui crée l'écosystème pour qu'on ait ce triptyque-là qui soit toujours respecté, mais aussi d'avoir le marketing qui vient aider les sales, les commerciaux à être plus créatifs parce que c'est pas le métier d'un commercial forcément. Donc le fait de pouvoir mettre en place toutes ces deux synergies-là, généralement, on arrive à avoir des choses assez intéressantes. Mm. Et du coup, là, sur cette slide, on a les actions, du coup, toi, que tu as mises en place pour tes clients, pour passer justement à une prospection dite classique, traditionnelle, avec une prospection plus type inbound sales en accord avec le marketing. Exactement. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est comme vous le voyez, en fait, dans un premier temps, on a eu un travail, on a un travail, en fait, sur les outils, un audit, entre guillemets, des outils qui sont utilisés par nos clients pour voir s'il y a besoin de moderniser des outils, de revoir des process. Est-ce que les outils se parlent entre eux? On a souvent le cas d'une boîte qui va utiliser un outil, mais il ne communique pas avec le CRM, du coup, comment les données s'échangent, etc. Ça devient vite une usine à gaz. Donc, premier élément, c'est déjà faire en sorte que les process et les outils se parlent. Voilà, que tout soit, entre guillemets, moderne et que tout puisse communiquer les uns avec les autres. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est essayer d'emmener de la créativité dans nos scénarios de prospection. Donc, de faire quelque chose qui soit différent, d'emmener une expérience à notre prospect qui soit différente de ce qu'il a l'habitude de recevoir, que ce soit du mail, du téléphone, etc. On essaie, et encore une fois, là, je parle vraiment pour les C-level. On parle vraiment, voilà, quand on veut aller taper du directeur financier, on va aller taper des décisionnaires, il faut se réinventer, il faut être créatif, il faut proposer autre chose. Donc là, notre travail, et notamment avec Jade, c'est voilà, de faire fonctionner, j'ai envie de dire, la matière grise et de voir comment, avec les données qu'on a à disposition, avec les informations qu'on a à disposition, comment on peut aller parler à notre lead d'une manière différente. Voilà. Comment on peut l'apporter une expérience différente. Ensuite, il y aura un travail notamment sur les séquences, sur, sur le script, en partant, comme on l'a mis là, en partant sur le prisme du human to human. C'est quelque chose, encore une fois, qui nous vient, comme d'habitude, comme souvent des États-Unis et qui arrive avec 3-4 mois de décalage. Mais c'est quelque chose qui vient des États-Unis, qui est une tendance, en fait, où les approches commerciales, en fait, tendent à être plus, on essaie d'être plus dans un rapport d'humain à humain. On commence petit à petit, c'est comme la mode, hein, c'est un éternel recommencement. On commence petit à petit un peu à délaisser, entre guillemets, trop d'automation, trop d'outils, entre guillemets, qui peuvent donner l'impression, la sensation, en tout cas à nos prospects, qu'au final, ils ne parlent pas à un être humain, ils parlent à un robot. Et on commence un peu à délaisser le côté quantité pour aller plus vers de la qualité, plus vers du one-to-one. Donc, dans le script, dans le copywriting, dans la manière d'aborder, de prospecter, de garder en tête qu'on parle à un être humain, voilà, et de se dire, OK, comment je peux apporter de la valeur, premièrement, à cet être humain-là, à la personne en tant que telle qui est directeur marketing dans telle boîte, quels sont ses enjeux quotidiens, qu'est-ce qui peut l'aider à performer encore plus dans son travail. Voilà, vraiment de toucher la partie humaine et moins être dans des approches, j'ai envie de dire, robotiques, où il n'y a pas forcément de personnalisation.
où voilà, tous les messages se ressemblent et les gens reçoivent Mmh. les mêmes messages à longueur de journée. Donc forcément, ça marche beaucoup moins. Ouais, c'est ce que j'allais dire, par rapport au marketing aussi qui va, vers plus de personnalisation également. Donc du coup, ça se rejoint sur ce point-là. Au final, on revient quand même aux fondamentaux, hein, le fait qu'on parle à il y a un humain en face de nous. C'est vrai que, heu, il y a enfin une tendance du coup, human to human qui est mise en avant et cetera, mais au final, c'est revenir à quelque chose de plus humain et aussi, de plus tourné vers l'autre et c'est vraiment, ce que prône la méthodologie inbound. C'est-à-dire que, voilà, on va plus être, dans l'esprit de donner avant de recevoir et d'essayer d'aider du coup, la personne qu'on a en face, au lieu de vouloir, lui vendre, à tout prix et aussi vendre intelligemment dans le sens où on va vendre à quelqu'un qui a besoin de nos services et de notre produit, et pas juste, faire du chiffre, quoi. Donc c'est un peu dans cette Exactement, c'est totalement ça. et du coup, côté marketing, donc on retrouve aussi la partie outils. C'est très important parce que, ben, pour pouvoir identifier des leads qualifiés, faire les bons liens avec, les commerciaux et cetera, il va falloir qu'on récupère de la data et du coup, faut avoir les bons outils et on va pas pouvoir faire quelque chose de très performant en étant, sur un Excel, avec des tris et des enfin voilà, on faut vraiment mettre en place des outils de scoring, des formulaires intelligents et cetera, faire un peu d'automation pour, pour pouvoir être performant, sur cette partie-là et avoir une certaine fluidité entre les équipes. Ensuite, il y a le fait de créer une cohérence sur tous les supports, grâce à une stratégie éditoriale et dit branding. Là, c'est un peu comment définir l'écosystème dont parlait Ander tout à l'heure. C'est-à-dire que, bah, il faut que la personne qui va pouvoir voir vos posts réseaux sociaux, mais aussi aller sur le blog, recevoir un mail, qu'on puisse avoir, une expérience, similaire et qu'on donne le bon message, la bonne impression, sur tous ces supports, quel que soit, voilà, quel que soit le format que la personne apprécie et souhaite lire et ça passe par la définition d'une stratégie éditoriale où on va définir le ton, la manière dont on s'adresse aux gens, la vision qu'on a, les thèmes privilégiés, les thèmes d'expertise sur lesquels on veut prendre la parole, ceux où, au contraire, on ne va pas prendre la parole, et cetera. Et la partie branding, qui est autant la partie visuelle que la partie valeur, et cetera, qu'on va vouloir transmettre à travers les contenus. Et ça, c'est ultra important pour garder une cohérence et aussi se démarquer parce que vous pouvez sûrement en faire l'expérience auprès de certaines entreprises. Quand ils ont une stratégie éditoriale forte et un branding fort, et ben du coup, vous avez quelque chose d'assez unique que vous retrouvez quand vous arrivez sur leur site, sur leur contenu et par mail également. Et ensuite, c'est produire du contenu de qualité. Excite tous les contenus dupliqués, oui, parce que du coup, ça, on va gagner du temps, on va prendre l'article de machin et enlever deux, trois mots, etc. Il faut se poser sur son persona, quels sont ses besoins, ses problématiques, faire le lien avec ce qu'on propose, nous, en termes de services, de produits, et de pouvoir produire un contenu qui va servir. Quand je dis un contenu de qualité, c'est autant enfin, dans la forme que dans le fond, c'est-à-dire que c'est un contenu utile au final, et c'est pas juste pour produire du contenu, pour faire un contenu qui soit bien référencé, etc. Il faut que ce soit utile du coup à la personne qui va la lire et bien sûr optimiser, pour les moteurs de recherche, pour favoriser du coup la visibilité de ces contenus. Passons au case study. Donc du coup, on a choisi un case study, on a décidé d'anonymiser, les données pour vous donner, plus de chiffres. Donc du coup, ce sera client A et client B. Donc le client A, on a fait une campagne, donc du coup c'est une campagne qu'Ander a menée, de manière classique où moi j'étais pas là. Et du coup, il y avait pas d'optimisation sur la partie, marketing.
Et le client B, du coup, c'est une collaboration. On a fait une campagne de prospection associée à des actions marketing. Comme vous l'a dit Ander tout à l'heure, c'est 2 entreprises qui vendent la même chose, qui sont sur le même secteur et c'est une campagne qui a été faite sur la même période et je laisse Ander pour parler de ce qui a été mis en place. Alors, ouais, ce qui a été mis en place du coup pour le client, pour notre client B, c'était super intéressant parce que justement là, on avait vraiment aussi un client qui voulait un peu challenger, j'ai envie de dire, les méthodes classiques, qui avait un produit à forte valeur et qui donc voulait que ça se ressente dans la prospection. Parce que même au final, la manière dont vous allez prospecter, c'est aussi l'image que vous renvoyez de votre entreprise. Donc, si vous avez des mecs qui ne qualifient pas leur base de données, qui font des appels comme des bourrins, petit à petit, la réputation de votre boîte, elle va s'effondrer tout doucement. Vous allez être blacklisté de partout et ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc là, on était vraiment sur quelqu'un qui, lui, avait pour le coup pas envie de faire ça. Il avait vraiment envie qu'on ait une approche qui soit personnalisée, quelque chose de créatif, parce que à travers même le CEO, c'est quelqu'un de créatif et qui avait envie que on le ressente dans la prospection. Donc en premier temps, ce qu'on a fait, c'est que on a fait quelque chose qui se fait plus, en tout cas très rarement. C'est qu'on envoyait des courriers, voilà, on a envoyé des courriers à toutes les personnes qu'on ciblait, avec un mini puzzle en fait à l'intérieur du courrier. Et en fait, c'était une sorte de, je veux pas dire escape game, c'est pas ça, mais grosso modo, dans chaque courrier en fait, la personne avait une énigme et la réponse se trouvait chez un de ses collègues qui avait reçu aussi le même courrier. Donc en fait, on finissait le courrier en disant la réponse se trouve chez Jean-Luc au service marketing, nanana, nanana. Donc forcément, ça suscite un peu de curiosité. Ils allaient voir Jean-Luc et ainsi de suite, ainsi de suite. Et petit à petit, comme ça, à la fin, ça faisait un puzzle. Donc, qu'est-ce que ça a créé? Forcément, ça crée une émotion sympathique auprès de la cible. Les gens, ils n'ont pas l'habitude de voir ça, de recevoir ça. Et ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas reçu des courriers de prospection, entre guillemets. Donc, forcément, voilà, ça crée un sentiment favorable auprès de la cible. Donc, en deuxième temps, donc ça a été une première action qui a été faite avant même que les commerciaux commencent à appeler. Donc, on a envoyé les courriers. Voilà, ça a suscité des réactions. On a eu des retours sur LinkedIn, des gens qui prenaient en photo en disant ah, franchement, c'est sympa, c'est rafraîchissant d'avoir une autre approche, etc. Ensuite, on a mis en place, des articles de blog qui étaient en focus sur l'expertise métier de notre client, en plus de ça, avec les témoignages clients. Toujours dans l'optique de rassurer, de convaincre et de Mmh. convertir. Donc, toujours en respectant ce triptyque-là. Et je rajouterais aligner aussi, à du coup en fait au segment qu'on a décidé d'adresser, dans cette campagne. Donc du coup, c'est là où le persona est important parce que suivant, bah, le poste, le secteur et cetera, on a orienté les articles, sur de ce côté-là, en fait, en termes de sujet d'articles et de témoignages clients aussi des clients où ils peuvent se reconnaître. Exact. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça en étape 2, en troisième étape, on a mis en place un suivi par mail. Ça revient un peu à ce que je disais quand je parlais des outils qui devaient se parler entre eux, etc. Donc là, on a mis en place un suivi par email, des emails automatiques, mais des emails automatiques qui étaient en fonction en fait du comportement du lead, en fonction des actions qu'il avait fait, en fonction du temps qu'il est resté à lire l'article, en fonction d'où il a cliqué, etc. Ça nous permettait d'avoir une sorte de scoring et de savoir plus ou moins qui était, on va dire, plus ou moins prêt, plus ou moins chaud à être démarché. Donc, sur ces trois étapes, on a créé un écosystème favorable. En tout cas, ça a été
le travail de Jade pour nous aider sur cette mission, c'était voilà, de créer un écosystème favorable à la prospection. Donc, on a convaincu, on a rassuré, on a converti. Et là, maintenant, à ce moment-là, on a pu commencer à lancer la campagne de prospection téléphonique, donc qui est venue en dernière étape, donc clore tout ce cheminement-là. Mm. Donc, voilà ce qu'on a fait pour ce client-là. Créer un écosystème marketing qui soit favorable et ensuite, derrière, venir prendre le téléphone. Et là, forcément, les sales étaient, j'ai envie de dire, ils étaient plutôt bien accueillis parce qu'ils avaient pas mal d'informations. Ils avaient justement du fait d'avoir ce scoring, de savoir exactement qu'est-ce que la personne a fait, sur quoi elle a réagi. Donc, ça leur donnait, en fait, j'ai envie de dire, ça leur donnait des arguments et ça leur donnait aussi un contexte sur lequel ils appelaient. Donc, ils arrivaient vraiment derrière, j'ai envie de dire, une vague assez favorable. Les résultats qu'on a obtenus, ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est que sur notre client donc, qui a mis en place tout cet écosystème-là, c'était à peu près 3 rendez-vous par jour, donc 30 rendez-vous sur l'ensemble de la période. 24 propositions commerciales qui sont parties pour 15 signatures. Ça a généré 22 500 euros. Sur le client A, on était sur de la prospection beaucoup plus classique. On tournait aux alentours d'un rendez-vous par jour, en forçant, hein, vraiment, il faut y aller, faut appeler pas mal de fois pour essayer d'avoir le rendez-vous, en sachant que maintenant, avec la RGPD, etc., il y a les numéros de portable, on ne peut plus les appeler, donc ça rajoute des contraintes, il faut passer le barrage secrétaire, mais maintenant, les secrétaires sont encore plus armés. Bon, ça, voilà, je ne vous fais pas le dessin. Au final, sur la même période, pas les mêmes expériences, pas les mêmes résultats, pas la même méthodologie, pas la même approche. Et clairement, on voit que sur l'approche où on a pris le temps, parce que c'est ça aussi au final la prospection, parce qu'on a beaucoup de cas de personnes, de clients qui viennent, qui nous disent oui, il faut que dans un mois, j'ai signé tant. Ou non, ça demande du temps. Ça demande le temps de se préparer, ça demande le temps de créer cet écosystème comme on l'a fait ici, de réfléchir, d'emmener de la créativité. Et au final, j'ai envie de dire, la créativité, en fonction des moyens que vous souhaitez y allouer, au final, ça ne coûte pas plus cher que ça. Parce que nous, ça nous a coûté de faire des petites cartes d'invitation, de faire des petits puzzles, ça nous a pris un peu de temps, etc. Mais en soi, voilà, ça n'a pas été non plus une fortune pour notre client. Mais derrière, bien sûr, ça a amené plus de conversion, ça a amené plus de sympathie envers la marque parce qu'on proposait une expérience différente. Et ça revenait beaucoup. Même quand on faisait l'école, ça revenait beaucoup des personnes qui nous disaient, ah, franchement, c'est rafraîchissant. J'avais jamais reçu ce genre de courrier. C'était marrant. On a reçu ça une après-midi. On s'est marré dans le bureau. On emmène un sentiment positif. Et donc, quand on emmène un sentiment positif aux gens, les barrières de défense, elles descendent un peu plus et ils sont beaucoup plus à l'écoute. Et là, on peut plus facilement convertir. Ok. Merci beaucoup, Ander. Du coup, on a dépassé un tout petit peu, mais vous êtes toujours là. Est-ce que vous avez des questions? On prend quelques minutes pour répondre à vos questions par rapport à ce qu'on a pu partager avec vous. En attendant les questions, s'il y en a, je peux partager aussi un autre exemple de campagne comme ça en associant marketing et sales. J'ai un client du coup que j'accompagne sur la partie contenu marketing qui a voulu faire une opération fin d'année pour les vœux. Et du coup, il voulait quelque chose qui soit pas juste on adresse les vœux à nos clients, mais quelque chose qui puisse du coup générer des leads et du coup des clients, des nouveaux clients. Et ce qu'on a proposé chez Empower, on lui a proposé de créer un quiz, du coup sur un ton assez léger, à destination du coup de professionnels de la relation client
Et du coup, c'était découvrir votre animal totem. Donc, ils avaient plusieurs questions auxquelles ils devaient répondre et ils découvraient leur animal, en fait. Et les questions étaient en rapport avec leur métier. Et du coup, on a fait ça via un Typeform. Il n'y avait pas de développement particulier, hein. C'était assez simple dans la réalisation. Du coup, on a poussé ça en organique auprès de la base, aussi des prospects déjà chez le client, de manière organique et avec de la pub. Et en fait, il y a eu un effet viral où les personnes en fait se passaient le quiz entre eux dans l'entreprise. Donc, on touchait bien plus de personnes qu'on avait d'adresses mail au départ dans l'entreprise. Donc, du coup, là où on avait peut-être 2-3 emails dans une entreprise, on se retrouvait avec une quinzaine d'emails dans cette entreprise. Et en fait, ça a généré plus de 1200 contacts qualifiés, alors qu'en général, dans leur campagne précédente, ils étaient à 200, 250. Voilà, c'était tout. Donc, il y avait une partie génération de leads. Mais après, c'est pas juste une campagne marketing. Après, derrière, en fait, il y a eu une séquence d'emails où on a pu, du coup, présenter des offres en lien avec ce dont on leur parlait à la fin du quiz. Et il y avait une occasion, en fait, pour les commerciaux d'appeler derrière les personnes les plus engagées et d'avoir un sujet de conversation sur cet animal totem et de pouvoir briser la glace, entre guillemets. C'est un peu un icebreaker pour le commercial et d'amener du coup le sujet du service ou du produit vendu beaucoup plus facilement. Et du coup, la campagne où ils ont déboursé en tout, ça devait être aux alentours de 10 000 euros. Bah, en fait, ils ont fait des ventes à plus de 30 000, donc c'était très bien rentabilisé et c'est quelque chose qu'ils refont maintenant tous les ans. Donc c'est vraiment, ils ont vu que ça fonctionnait et que ça fonctionnait bien mieux que des campagnes classiques. Donc tout ça pour vous montrer avec ces exemples que voilà, avec de la créativité et des contenus marketing voilà, bien élaborés, on peut vraiment avoir des résultats commerciaux assez satisfaisants. Alors, on a une question. Pensez-vous que des cibles en B2B seraient plus demandeurs de contenu marketing que des cibles en B2C? Je parle en ce sens de besoin de rassurer, par exemple. Si les cibles B2B seraient plus demandeurs, après, moi, ce que je me dis, c'est que par rapport au contenu et au fait de se rassurer, plus le service ou le produit est cher, plus on va investir dedans, plus la personne va du coup réfléchir, comparer différentes offres, etc. Donc là où en B2C, peut-être on a des offres et des produits peut-être moins chers, etc. Et qui a peut-être moins besoin de rassurer. Mais aujourd'hui, avec le besoin de transparence des consommateurs en général, donc j'inclus des consommateurs que ce soit en B2C, en B2B, je pense que ce besoin de rassurer, il est commun, quel que soit le produit que vous vendez et quelle que soit la cible que vous souhaitez atteindre. Je ne sais pas si tu as un complément Oui, oui, d'infos à oui. partager. Moi, ce que je dirais que oui, en tout cas dans notre cas de figure, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, les sites B2B sont beaucoup plus demandeurs de contenu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il engage plein de choses. Il va engager la responsabilité déjà de son entreprise, il engage sa responsabilité, sa crédibilité. Voilà, si je prends un exemple, Monsieur Martin de Bouygues qui fait un mauvais choix et derrière, ils perdent, j'en sais rien, ça leur fait perdre de l'argent, ça leur fait perdre de la crédibilité. Donc, j'ai envie de dire, l'impact en fait que ça pourrait avoir sur sa personne est beaucoup plus important. Donc Mm. forcément,
Et ensuite, généralement, en fonction des boîtes, si on est sur des grosses boîtes, généralement, il n'y a pas qu'une personne qui décide. Ils vont être deux, trois, quatre personnes à décider. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se partager le contenu. OK, j'ai vu ça, regarde, voilà les notes que j'ai prises. Donc, je pense que oui, aujourd'hui, en B2B, les B2B sont beaucoup plus demandeurs, hein. B2C va toujours vouloir avoir ce contenu, va aussi demander, va aussi être demandeur, mais ça va être moins impactant pour lui, en fait. Ça veut dire que si ça se passe mal, généralement, les conséquences vont être, entre guillemets, moins graves qu'une personne qui est à la tête d'une boîte du CAC 40 et qui choisit le mauvais prestataire. Et derrière, les conséquences, ils peuvent perdre des clients, ils peuvent perdre en réputation, une réputation qu'ils ont peut-être mis 15 ans à mettre en place, et tout ça peut s'écrouler juste parce qu'on a eu un mauvais prestataire qui a fait n'importe quoi. Donc, je pense qu'ils sont beaucoup plus attentifs à ça, plus que la moyenne, mais nous tous, hein, aujourd'hui, en tant que personne, moi, en tant que personne, quand je suis sur Internet et que j'ai envie d'acheter quelque chose, l'exigence que je vais avoir en tant que moi, individu, et l'exigence que je vais avoir en tant que moi, patron d'entreprise, elle est différente. En tant qu'individu, quand j'ai envie d'acheter un truc, bon, je vais regarder deux, trois trucs, je vais demander à deux, trois potes, ça va s'arrêter là plus ou moins. En tant que chef d'entreprise, c'est différent. J'engage pas mal de responsabilités, donc je veux fouiller. Je veux prendre le temps de fouiller pour être vraiment, vraiment sûr, même si le risque zéro n'existe pas, mais pour être vraiment sûr de mon choix. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est oui, en B2B, allez-y. Il faut rassurer. En plus, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec les failles de données, etc. Bon, il y a quelques années, on a connu l'arnaque du président. Aujourd'hui, ça, c'est peut-être une autre arnaque. Avec tout ça et toutes les conséquences, même en termes d'image que ça peut avoir sur une entreprise, aujourd'hui, il faut rassurer au maximum. Vous n'avez pas le choix. Parce que de toute façon, à la fin, la décision, voilà, ça va se jouer là. Entre une boîte qui a du contenu, qui démontre son expertise, qui prouve son expertise, et une boîte qui fait deux, trois posts par-ci, par-là, j'ai envie de dire, le choix, il est vite fait. Non, c'est clair. Est-ce que on a bien répondu à la question? Marianne, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as besoin d'un complément? Dis-nous. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a qui nous quittent au fur et à mesure. Je souhaite bon appétit à ceux qui doivent partir. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser les questions, on peut rester encore quelques minutes, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Du coup, en attendant, je continue. Si vous mettez des questions, du coup, je m'arrêterai. Aux participants, du coup, avec Ander, on vous propose une consultation gratuite pour échanger sur vos cas d'usage. Donc, comment ça va se passer? L'idée, c'est qu'on va vous envoyer là à la suite de ce webinaire un questionnaire où vous allez pouvoir vous inscrire si vous souhaitez cette consultation. Vous allez pouvoir nous donner quelques infos sur votre entreprise et sur la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Et puis, on va prendre 1 heure ensemble, donc avec Ander et moi, pour essayer de réfléchir ensemble à comment vous pouvez du coup améliorer votre approche commerciale en utilisant ce levier marketing. Donc voilà, donc vous recevrez un petit mail à la suite dans la journée. Je ne m'engage pas sur 1 heure, mais dans la journée, je vous envoie ça. Et sinon, il y a Pauline qui va vous mettre un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Du coup, j'en fais beaucoup. Là, il y a eu une petite pause, mais on en fait quand même souvent. Et du coup, on essaie de les améliorer à chaque fois, de prendre des invités maintenant, parce qu'avant, j'étais beaucoup toute seule. Donc maintenant, on a des invités, donc c'est encore plus riche. Et du coup, je vous invite à répondre au petit questionnaire, comme ça nous permet de nous améliorer. Est-ce que, Ander, tu veux rajouter quelque chose? Là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on arrive à la Écoute, fin? je vais te laisser un petit mot, mais je vais te laisser conclure.
Un petit mot donc pour répondre justement à notre problématique, c'est aujourd'hui pour booster votre prospection commerciale, il faut se réinventer, il faut faire parler, si vous avez un service marketing, en tout cas, il faut le faire parler avec vos commerciaux. Il faut créer un écosystème favorable à la prospection, parce que la prospection, c'est comme toute chose, il n'y a pas de magie. Voilà. Donc, il faut créer un écosystème et l'écosystème passe justement par un service marketing qui peut mettre en place du contenu, etc., des process, voilà, qui peut faire en sorte que vous puissiez rassurer, convaincre et convertir vos leads, vos prospects avant qu'ils vous accordent 1 heure de leur temps pour une démo plus en détail. Donc, ça serait mon mot de la fin. Mmh. Très bien, merci. Et du coup, ce que je peux ajouter, c'est que créer une stratégie, mettre en place une stratégie de contenu en mode inbound. Vous avez pu le voir dans le cas qu'on a mis en avant aujourd'hui et le cas que j'ai pu vous dire à l'oral. En fait, c'est un investissement qui est payant et pas forcément juste de la notoriété. Grâce au contenu, on a un véritable impact sur le chiffre d'affaires. Donc oui, ça peut être assez onéreux à long terme sur une grosse stratégie de contenu, etc. etc. Ça peut prendre du temps aussi en interne, mais en fait, le résultat et le retour sur investissement, il est vraiment très intéressant. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de commencer avec une énorme stratégie de contenu. On peut être sur des contenus très ciblés, comme on l'a présenté là pour cette campagne de prospection commerciale, donc des contenus qui viennent servir justement la campagne et créer comme ça au fur et à mesure des contenus et alimenter votre blog, vos réseaux sociaux au fur et à mesure des besoins alignés avec l'équipe marketing et l'équipe commerciale. Donc voilà, mais si vous voulez qu'on en parle un peu plus, n'hésitez pas du coup à répondre au questionnaire qu'on va vous envoyer là dans la journée et à prendre rendez-vous avec nous. Et comme ça, on parle de votre cas particulier, puis on essaie de réfléchir ensemble à comment on peut améliorer tout ça et être plus créative à 3 cerveaux et surtout avoir des cerveaux extérieurs à son entreprise, c'est pas mal. Du coup, je vous souhaite un bon déjeuner, bon appétit et je vous dis à bientôt. Merci Ander. Et à tous, merci Jade et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.